Bienvenue sur cet atelier consacré au projet de croissance externe aux États-Unis. L'objectif est de faire un état des lieux du marché de la fusion-acquisition et de vous présenter les modalités pour mener à bien un projet aux États-Unis, vous livrer les facteurs clés de succès. Pour cela, je suis avec deux experts, Nicolas Ferry et Cyril Azam de Pramex International. Bonjour Nicolas, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous aujourd'hui de façon virtuelle. Je vous laisse la parole. Dites-nous tout, comment faire une croissance externe aux US? Bonjour Marine. Bonjour. Merci et ravi d'être présent aujourd'hui, même si c'est à distance et en différé au sein de la 6e édition du BIG. Donc, deux mots avant de passer au cœur du sujet, deux mots très rapides sur qui nous sommes chez Pramex. Donc, nous, Pramex International, on est une société de conseil en implantation à l'international. On est présent dans 13 pays dans le monde. On a un métier, enfin une mission qui est d'aider nos clients français, qui sont principalement des PME, des ETI et des startups dans leurs projets d'implantation à l'international. Et en fait, c'est décliné au travers de deux métiers. On aide nos clients à s'implanter dans les 13 pays dans lesquels on est présent par croissance organique, en créant des filiales. Et nous, on s'occupe de toute la partie admin, finance, compta, etc., externalisée. C'est un gros métier pour nous. Aux US, on a plus de 170 filiales US d'entreprises françaises pour lesquelles on assure ce type de mission. Et puis, deuxième métier qui est le sujet du jour. Donc, quand les projets d'implantation de nos clients passent par de la croissance externe, c'est-à-dire par acquisition, eh bien, nous assistons également ces entreprises françaises dans ces projets-là, voilà, avec un positionnement plutôt sur des opérations small-mid. Aux US, notre dispositif, très rapidement, on a 3 bureaux, on a une vingtaine de collaborateurs, donc qui sont répartis sur New York, San Francisco et Chicago. Voilà, et c'est l'une des plus anciennes implantations de Pramex. Ça fait un peu plus de 30 ans que le bureau existe. Voilà, donc ravi d'engager cette discussion sur ce thème de la croissance externe aux US. L'idée, là, c'est plus de partager un petit peu des retours d'expérience voilà, de notre vécu sur les dernières années et puis ce qui se passe actuellement dans l'environnement actuel voilà, en termes d'activité M&A cross-border entre la France et l'Amérique du Nord. Ok, bah du coup, peut-être pour commencer, Nicolas, est-ce que tu peux nous dresser un portrait général de la croissance externe aux États-Unis, sous l'angle bien entendu d'opérations cross-border réalisées par des PME ETI françaises aux États-Unis, le nombre d'opérations par an, leur valeur moyenne, dans quelle mesure ce marché est accessible à ces PME et ETI françaises? Faut-il déjà avoir une expérience d'acquisition en France et en Europe avant de venir aux États-Unis? Et enfin, ce qui est intéressant peut-être d'aborder en préambule, c'est aussi dans quelle mesure les circonstances actuelles exceptionnelles de pandémie, de croissance économique incertaine, d'élections présidentielles américaines, dans quelle mesure ces événements impactent le contexte général actuel justement dans les opérations d'acquisition. Tout à fait. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de répondre de façon méthodique. D'abord, je dirais en termes général, enfin de contexte général, même avant de passer au Covid, le contexte général pour faire de la croissance externe aux US en tant qu'entreprise française, il est plutôt favorable, il est même très favorable. Il faut savoir que les US, c'est la première destination aujourd'hui à l'international en termes d'acquisition pour les entreprises françaises, devant tous les pays européens. Il y a à peu près de répertorier une centaine de deals par an, enfin d'acquisitions aux US par des entreprises françaises. Et encore ça, on parle des opérations qui sont répertoriées et communiquées. Donc il y en a certainement un certain nombre sur lesquelles il n'y a pas d'informations et donc qui ne sont pas comptabilisées. Donc c'est un marché dynamique. Pourquoi? Parce que les entreprises françaises sont attirées par la taille du marché, bien entendu, l'attrait du marché US. Et puis, une acquisition, c'est vu comme un moyen d'aller plus vite, de prendre directement une part de marché, plutôt qu'un développement greenfield. Et c'est aussi une façon d'être directement américain. Voilà, parce qu'on achète une équipe, on achète une société, on achète une équipe américaine qui va avec. Et voilà, c'est une façon d'accélérer et de s'établir directement sur ce marché. Ce qui est important de savoir, c'est que, effectivement, pour répondre à ton point, c'est un marché qui est tout à fait ouvert aux PME, ETI et start-up françaises. C'est pas du tout
réservé aux grands groupes, même s'il y a effectivement quelques grands deals, mais la grande majorité, enfin, 2 tiers des deals aujourd'hui aux US, chaque année sont faits par des PME et des ETI. La très très grande majorité des opérations sont des opérations à moins de 100 millions, voire moins de 50 millions de dollars. Donc c'est un marché qui est de ce point de vue-là très dynamique pour les PME et ETI françaises. D'ailleurs, nous, on l'observe au quotidien puisque nos clients sont des PME et des ETI et que on a, je dirais, en permanence une demi-douzaine au minimum de projets actifs d'acquisition sur les US. Ensuite, il est aussi favorable parce que c'est un marché qui est, je dirais, qui est ouvert. Alors évidemment, il y a toujours des secteurs sensibles, voilà, que ce soit l'armement nucléaire et autres, mais en tout cas, dans l'immense majorité des secteurs, il n'y a pas de restriction à l'investissement, à l'achat d'entreprises US par des entreprises françaises. De ce point de vue-là, c'est également un point positif. Ensuite, alors, il y a quand même quelques points de vigilance, toujours en gardant cette approche macro, c'est que, étant donné justement la taille du marché, c'est important de prioriser ses actions et de savoir ce qu'on cherche, de bien définir son projet, le type de cible qui peut intéresser, parce qu'il y a énormément d'entreprises, il y a énormément de segments, le marché est immense en lui-même. Et ça s'applique également, et c'est un peu des évidences, mais aussi sur la localisation géographique qu'on va rechercher. Voilà, faut avoir conscience que, bien entendu, voilà, la côte ouest, c'est plus compliqué, c'est plus loin. Juste à titre d'exemple, il y a un peu plus de 2 ans, on avait conseillé une entreprise bretonne dans un processus d'acquisition aux US, et je les avais accompagnés pour visiter 2 entreprises en Californie, une dans le nord de la Californie, une au sud de la Californie, voilà, avec un périple assez costaud en termes de voyage. Ensuite, le client est revenu, enfin repris l'avion de Los Angeles à Paris, ensuite Paris, le train pour la Bretagne, et arrivé en Bretagne, voilà, 2-3 jours après, elles m'ont rappelé en disant écoutez, les entreprises sont pas mal, mais la côte ouest, c'est vraiment trop loin. Donc c'est un peu une évidence, mais je pense que là, il fallait le vivre pour se rendre compte véritablement de ce que c'est la distance. Voilà, donc bien avoir ça en tête quand on envisage un projet. Ensuite, effectivement, l'environnement actuel, il est fortement impacté par le Covid. Nous, alors là, enfin, d'ailleurs, sur la base des chiffres qui apparaissent dans les stats officielles, il y a une baisse des volumes globaux aux US, pas que du cross-border, mais de plus de 50% par rapport à l'année dernière sur le premier semestre 2020. Et évidemment, ça reflète surtout le deuxième trimestre, donc c'est effectivement considérable comme impact. Maintenant, voilà, l'activité ne s'arrête pas non plus. Nous, on a closé un deal au mois de juin, en Californie en plus. Voilà, mais ça dépend, je dirais, des secteurs. Il y a eu cette semaine un très gros deal qui a été annoncé par Lactalis, qui a racheté des activités fromage de Kraft. Donc voilà, donc il y a encore de l'activité, même si les volumes sont inférieurs. Une des difficultés, au-delà de l'incertitude générale, voilà, que fait peser la crise sanitaire sur l'évolution de l'économie, l'un des problèmes aussi purement pratiques, c'est le travel ban aux États-Unis qui empêche en fait, les entreprises, enfin les Français qui ne sont pas résidents permanents ou qui n'ont pas de visa de travail spécifique aux US, de venir aux États-Unis. Donc, c'est pas possible aujourd'hui d'aller rencontrer des cibles avec un simple ESTA. Voilà, donc ça complique quand même pas mal les choses. Quand on envisage un projet stratégique d'investissement aux US, on ne va pas faire ça sans pouvoir visiter les sociétés. Ça veut dire aussi qu'on s'adapte. Là, tout récemment, nous, on a eu sur un processus où il y a une société qui est mise en vente et on a un client qui est sur ce process. On a eu une présentation du management donc américain en format Zoom pendant 4 heures. Voilà, c'est pas idéal, ça peut se faire. Voilà, ensuite, ça enlève un petit peu de la proximité et de l'attitude personnelle qu'on peut développer quand on a ce type de meeting en personne. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur certains aspects plus spécifiques de l'impact Covid et sur les perspectives.
Non, mais oui, du coup, abordons peut-être du coup le sujet de la préparation d'une acquisition aux États-Unis. Euh, et notamment, enfin, je sais qu'à travers les discussions que je peux avoir avec les dirigeants d'entreprise, on me demande souvent quelles sont les différentes étapes pour préparer une acquisition. Donc vraiment, les premiers travaux en amont, les toutes premières actions à mener. Et comment derrière ça s'enchaîne. Donc, est-ce qu'il faut déjà connaître une société, travailler avec un distributeur local pendant quelques années avant d'envisager de le racheter? Est-ce qu'il existe des listings disponibles de sociétés en vente? Et également, ça revient souvent, c'est combien de temps faut-il consacrer à ce projet pour qu'il ait une chance d'aboutir? Est-ce qu'il y a un temps minimum? Voilà. Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, sur la préparation de ce type de projet de croissance externe aux US, alors souvent, on a des situations où effectivement, une entreprise française peut déjà être en contact avec une société américaine, avoir développé un relationnel, peut-être déjà un flux de business. Et là, c'est évidemment le scénario idéal. Malheureusement, c'est qu'une minorité de cas. Et d'ailleurs, même si une entreprise a des contacts préexistants, ça n'empêche pas de faire un petit tour de piste un peu plus large pour voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. Et aussi par le simple fait que parfois on engage des discussions avec une cible et celle qu'on connaissait, et puis finalement ça n'aboutit pas. Et donc le fait d'avoir plusieurs fers au feu en même temps, c'est quand même en général une bonne approche. Donc la première étape, nous, dans la majorité des projets sur lesquels on intervient, c'est tout simplement le screening de cible. Alors ça peut paraître un peu scolaire, mais c'est un peu une étape incontournable. Et nous, la grande majorité des deals qu'on close, ils partent d'une liste de critères de recherche de cible, d'une page blanche et d'analystes dans notre équipe qui vont prendre leur bâton de pèlerin et voilà, essayer de trouver d'identifier des sites qui correspondent aux critères de nos clients. Voilà. Alors, il y a différents outils. On a des bases de données, bien entendu. Elles sont très incomplètes parce que le marché est immense, parce que les sociétés privées communiquent très peu aux États-Unis. Donc, il n'y a aucune information financière fiable disponible sur des PME américaines. Donc, il faut alors, ça veut dire que ce type d'information, on n'y a accès que quand on a établi un lien avec des cibles. Et ensuite, pour identifier des cibles et faire un vrai screening aussi exhaustif que possible, ben, il faut aller faire des recherches dans le dur, aller chercher des listes de sociétés qui participent à des trade shows, des salons professionnels, des listes de membres d'associations professionnelles. Faire des recherches dans le dur sur Internet. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est un côté encore un peu artisanal, surtout quand on vise des PME privées US. Voilà, ça conduit aussi, pour estimer la taille des cibles, alors effectivement, on arrive parfois à trouver une estimation de chiffre d'affaires sur Internet, de nombre d'employés. On essaie de regarder le nombre d'employés aussi au nombre de personnes sur LinkedIn. Quand on est sur des sociétés industrielles, on va aller regarder sur Google Maps à quoi ressemble l'usine, le parking, le nombre de voitures, pour essayer de se faire une idée de la taille. Donc voilà, en croisant tout ça, on arrive à peu près à une préqualification des sites. Voilà, mais ça reste assez quand même, ça prend un peu de temps en tout cas de se faire une idée aussi exhaustive que possible. Ensuite, tu parlais du temps qu'il fallait y consacrer. Ouais. Alors, c'est de toute façon un processus souvent, qui est long. Pas forcément la partie screening, mais ensuite la phase on va y venir, d'approche de cible, de discussion préliminaire, d'aller les rencontrer, voilà, de signer un NDA, d'obtenir de l'information. Il y a les délais, il y a les vacances, il y a des événements externes imprévus comme le Covid. Voilà, donc c'est à moins d'être dans un processus organisé avec une société avant, dans quel cas les processus sont plus rapides. On est sur des calendriers. Enfin, nous, la plupart des deals qu'on close, ils prennent entre 9 et 12 mois et parfois plus. Voilà, le plus rapide qu'on ait fait, c'était 8 mois et demi. Mais la page blanche et le screening jusqu'au closing, il faut compter presque une année en moyenne. ouais, donc c'est quand même
un timing à anticiper en amont. Du coup, peut-être abordons l'approche des cibles. Parce que bon, très souvent, quand on est dans un cadre international, il y a toujours la question des codes culturels qui se posent. Donc comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour approcher des cibles aux États-Unis? Et notamment, on part toujours un peu des clichés. Et aux États-Unis, voilà, les Américains sont souvent très directs, hein, straight to the point. Donc du coup, est-ce qu'on doit révéler nos intentions tout de suite, dès la première interaction avec une cible? Est-ce qu'on doit leur dire, voilà, on veut vous acheter, ou essayer d'être un peu plus subtil? Et d'ailleurs, une manière d'être un peu plus globale, est-ce qu'il y a des astuces pour convaincre, ou en tout cas pour expliquer, enfin voilà, présenter la démarche d'une société étrangère qui veut acheter une société américaine? Pourquoi est-ce que cette société américaine accepterait de travailler Mm. ou de vendre à des étrangers? Ou est-ce que c'est qu'une affaire d'argent finalement? Mm. Il suffit de mettre la plus grosse offre sur la table. Alors, l'argent est bien entendu un facteur important, mais il y en a beaucoup d'autres. Et l'approche des cibles, c'est vraiment, nous, dans notre travail au quotidien, une étape clé sur laquelle on apporte, je pense, une valeur ajoutée importante parce qu'on connaît, on a l'habitude d'approcher des entreprises aux États-Unis et d'essayer d'être aussi crédible que possible. Voilà. Et l'approche, c'est un peu, comme on dit, un fusil à un coup. C'est-à-dire que si on approche une cible et qu'elle n'est pas intéressée, c'est difficile de revenir 3 semaines plus tard en leur demandant s'ils ont changé d'avis. Donc, il ne faut pas se louper. Donc, essayer de maximiser ses chances du succès. Comment on fait? Alors, l'un des problèmes, c'est que les entreprises aux US sont hyper sollicitées en permanence pour se faire racheter. Alors, qu'elles sont vraiment dans un état déplorable. Mais très, très régulièrement, quand on parle à des sociétés, des dirigeants, ils nous répondent I get that kind of calls all the time. Donc, voilà. Donc, il y a une forte culture M&A aux États-Unis et les entreprises sont approchées par des acheteurs divers et variés, locaux, internationaux, très régulièrement. Donc, il est absolument indispensable de se différencier et de venir avec un argumentaire, pas seulement du cash, avec vraiment une histoire à raconter, un peu de rêve. Alors ça peut être une perspective de succession et de pérennité de l'entreprise si on est dans un schéma de problème de succession familiale au sein d'une PME. Ça peut être des synergies commerciales, ouvrir l'Europe et des marchés étrangers à ces entreprises américaines auxquelles elles n'auraient pas forcément accès, mais auxquelles, en tant qu'entreprise française, on peut leur donner accès. Donc ça, c'est tout ce qui est synergie commerciale. Voilà, donc il y a véritablement la nécessité de préparer ça. Nous, on bâtit avec nos clients en amont ce qu'on appelle pompeusement un strategic rational. Souvent, on prépare un petit document, voilà, un buy-side teaser qui nous permet de mettre ça sur le papier quand on approche des cibles. Un point important, et notamment par rapport à des acheteurs domestiques, c'est que nos clients viennent généralement avec des approches friendly et des approches de développement. Donc, à la différence d'un acheteur américain qui va peut-être acheter une autre entreprise américaine pour faire un peu de rationalisation, peut-être des économies de coûts et autres, les entreprises françaises viennent dans leur grande majorité pour faire du développement, donc vont s'appuyer sur la société rachetée, vont apporter des ressources supplémentaires. Voilà, et donc c'est vraiment une thématique de développement qui est généralement vue très favorablement par les entreprises américaines. Ensuite, en termes de technique d'approche, alors il n'y a pas de recette miracle qui marche à tous les coups. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il vaut mieux éviter le cold calling, enfin l'appel non sollicité out of the blue, ça a peu de chances d'aboutir. Donc, préférer l'email, encore que les inbox sont aussi très très remplis. Donc nous en fait, à côté de toute cette communication digitale, on fonctionne très souvent encore avec des lettres, ce qui donne un caractère un peu plus officiel et sérieux à la démarche. Donc souvent on envoie une lettre à une cible par FedEx en expliquant l'objet
de la prise de contact. Et ensuite, on relance par téléphone. Il ne faut pas se décourager. Nous, l'une des plus belles opérations qu'on a closées, c'était une grosse PME dans le Kansas, dans le cœur du pays. Et j'ai fini par avoir le dirigeant au bout du 3e appel. Et si je m'étais découragé après le 2e, peut-être que on n'aurait pas fait cette opération. Voilà, donc ça demande effectivement pas mal de suite dans les idées. Voilà. Parfois, on tombe sur pour revenir un petit peu, d'ailleurs, je l'avais évoqué avant, sur des sociétés qui sont à vendre, dans des process avec un banquier d'affaires vendeur. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie opportunité. La société est à vendre, donc on n'a pas à se poser la question. Par contre, le flip side, c'est que on n'est pas tout seul. Il y a des concurrents, il y a des concurrents domestiques, et que même si on vient avec un argumentaire et du cash, il y a quand même toujours une propension naturelle d'une entreprise américaine de se vendre plus facilement à une entreprise américaine, non pas forcément par nationalisme, mais plus par ce qu'on appelle certainty of closing, c'est-à-dire qu'un Américain aura quand même toujours l'impression qu'il arrivera, il a plus de chances d'arriver au bout du processus avec avec une autre entreprise américaine plutôt qu'avec une PME qui vient, pour reprendre la Bretagne, etc., qui peut paraître quand même un peu lointaine. Donc les process, organiser, c'est difficile d'être successful, en tout cas plus difficile, et on essaye très très rapidement nous d'être dans du schéma bilatéral exclusif. Du coup, peut-être développons les spécificités voilà, aux États-Unis, d'un deal aux États-Unis. Et peut-être pour contextualiser, disons, on a approché des cibles, on a signé trois NDA, donc voilà, on a notre shortlist, on a une préférence pour une d'entre elles. Comment ça se passe du coup ensuite parce que même si voilà, les différentes étapes techniques, on va dire, doivent pas être très très différentes de ce qui se fait en France en termes d'acquisition, est-ce qu'il existe pardon, des spécificités américaines et je pense particulièrement à la structuration des opérations. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment typiques aux États-Unis? Et pour revenir un peu à mes clichés, mais j'aime bien est-ce qu'il y a forcément des montages très complexes avec une armée d'avocats qui intervient? Enfin, est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? Tout à fait. Alors, je vais faire très bref parce que je vois que le temps tourne et je crois qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Alors, il y a beaucoup de similarités. Un deal, ça reste un deal, que ce soit en France ou aux US. Peut-être 2 ou 3 points très rapides de spécifiques. Le premier, c'est sur ce qu'on appelle la LOI, Letter of Intent. Donc ça existe aussi en France, bien entendu. Aux US, ça revêt un caractère particulièrement important. Alors même si c'est généralement un document qui est non engageant, non binding, mais on essaye, nous, les LOI, de les faire aussi détaillés que possible, avec le prix, la structure, la position du dirigeant, le salaire du dirigeant, les garanties, etc., sans que ce soit un contrat, mais d'avoir commencé à aborder tous ces différents points, pour s'assurer qu'il n'y a pas un malentendu qu'on découvre après, et notamment après les due deals où on a engagé des coûts importants. Donc les LOI aussi musclés que possible. Voilà. Ensuite, oui, les process de due deal, étant donné, aux US, les domaines d'expertise sont très segmentés. Donc, il y a souvent besoin de différents experts. Et il y a moins d'experts multifonctions comme on peut trouver en France. Donc, il va falloir trouver différents types d'avocats, il va falloir trouver un fiscaliste, un comptable, etc. Et les coûts de due deal sont un peu plus élevés, même sensiblement plus élevés parfois qu'en France. On parle aux US, pour une due deal comptable et fiscale, c'est minimum 40-50 000 $. Et bien entendu, beaucoup plus dès qu'on est sur des plus grosses entreprises. Et sur le legal, c'est quand même difficile de faire moins de 80 à 100 000 entre la partie due deal et la partie contractuelle. Enfin, sur les aspects de structure de deal, un point important, et notamment dans l'environnement Covid actuel, nous, la majorité des deals sur lesquels on intervient, c'est pas des deals à 100%, en fait, c'est souvent des deals majoritaires, mais on est plutôt sur l'acquisition à 70-80%. Pourquoi? Parce qu'on aime bien, en tant qu'acheteur étranger, que les propriétaires ou les dirigeants gardent un peu des billes dans la société pour s'assurer de leur engagement continu après le closing.
Et puis pour eux, évidemment, c'est une perspective aussi de gagner plus d'argent avec le bénéfice des synergies dans la valorisation quand ils vendront leurs 20 ou 30% restants. Donc ces schémas d'earn-out, on les voit de plus en plus, on va les voir de plus en plus dans un environnement incertain comme aujourd'hui où on a très peu de visibilité sur les performances à venir. Voilà, donc on verra de plus en plus de prix avec une partie différée qui sera fonction de la performance et qui peut être impactée par la crise sanitaire aujourd'hui. Et là, peut-être pour finir, du coup, faisons peut-être un récap sur les points de vigilance et les facteurs clés de succès. Voilà, concernant la préparation, le processus lui-même et puis derrière l'intégration des nouvelles structures. Oui, tout à fait. Alors, peut-être 3-4 points très rapides. D'abord, j'ai déjà évoqué tout ce qui est réactivité, rapidité. Il faut consacrer du temps, mais il faut surtout être réactif. C'est-à-dire quand on a détecté une opportunité, il ne faut pas attendre 3 mois pour aller rencontrer la cible. Il faut sauter dans un avion pour aller les voir. Il faut ensuite faire du follow-up, etc. Et tout ça, ça doit être fait au niveau CEO le plus élevé. Voilà, c'est vraiment les décideurs qui doivent s'impliquer. En termes de différences culturelles, sans tomber dans les stéréotypes, voilà, faut rester vigilant sur la propension américaine à être assez enthousiaste et positif. Voilà, donc tout ce qui est prévision financière, voilà, c'est généralement très très optimiste et donc à prendre avec des pincettes. Et puis, ne serait-ce que l'attitude générale, souvent nos clients français ressortent de meetings avec des entreprises américaines en disant ils sont très intéressés, etc. Bon, faut savoir décrypter parfois le grand sourire, etc. Ne veut pas forcément dire qu'ils ont envie de faire un deal avec vous. Un autre point, on ne l'a pas évoqué, c'est l'aspect financement. Où là, c'est absolument critique de prévoir ça en amont. Alors, il ne faut pas penser, il faut pas espérer trouver du financement pour faire une acquisition aux US. Il ne faut pas espérer trouver du financement localement aux US. C'est très très difficile d'avoir accès à moins d'avoir des actifs physiques, des immeubles, etc. à mettre en garantie. Donc, on encourage nos clients à trouver du financement en amont. BPI d'ailleurs propose des très bons mécanismes, que ce soit le crédit export, où beaucoup de clients y ont fait appel, en plus de leur financement bancaire et autres. Et une fois qu'un deal est prêt à closer, il faut pouvoir payer immédiatement. Reporter un closing parce qu'on n'a pas les fonds est très, très, très mal perçu aux États-Unis. Voilà. Et puis, tout ce qui est post-acquisition, post-merger integration, c'est véritablement là que le travail commence. On a closé un deal, maintenant il va falloir intégrer la cible. Et là, il faut prévoir d'y passer du temps. Nous, on conseille, et c'est ce que font nos clients dans la majorité des cas, le lendemain du closing, d'aller sur place, se présenter, de démarrer tout de suite l'intégration, de favoriser les voyages dans les deux sens, et puis parfois d'envoyer, si possible, d'expatrier des personnes de l'entreprise française, pas forcément à un niveau dirigeant, mais souvent dans les fonctions financières ou dans les fonctions support, voilà, pour renforcer sur ces fonctions financières où les Américains ne sont pas forcément les plus forts. Et puis, voilà, créer du lien et véritablement favoriser une intégration business et culturelle entre les deux entreprises. Marine, je ne sais pas si on a le temps de faire quelques questions. Ouais. Alors, merci. Oui, on a encore 2 minutes, on va en profiter. Merci pour vos conseils concrets. Je voulais revenir sur un aspect, tu l'as évoqué dans ton introduction. Quelles sont les perspectives pour 2021, notamment pour les entreprises françaises sur le marché du M&A, avec cette situation sanitaire un petit peu instable et incertaine? Tout à fait. Alors, je crois que à court terme, voilà, on ne va pas raconter d'histoire, c'est très challenging. Nous, on a plus de la moitié de nos dossiers actuellement qui sont en stand-by, voilà, parce qu'il y a un climat d'incertitude trop important pour avancer aujourd'hui. Ensuite, on espère que, ce qu'on entend, c'est que beaucoup de projets redémarreront Q1 ou Q2 de l'année prochaine, quand on aura déjà 2020 derrière nous, une meilleure visibilité sur 2021, sur la découverte d'un vaccin, sur l'impact global du Covid, etc. Donc, ça, c'est un peu la vue globale, mais ça reste challenging à court terme. Ensuite, ça dépend des secteurs. On a des secteurs
notamment des secteurs industriels, des secteurs agroalimentaires, dans lesquels il y a encore pas mal d'activités, des secteurs tech, bien entendu. Nous, on ne fait pas trop de M&A tech, on est plus dans des domaines traditionnels. Mais ceux-là restent quand même assez porteurs. Donc, je pense que même à court et moyen terme, on est là sur des secteurs qui vont rester dynamiques. Ça va être plus compliqué dans d'autres domaines. On a un deal dans l'aérospace qui à mon avis, voilà, ne reprendra que dans 2 ans au mieux. Voilà, donc, ensuite, il y a bien entendu la levée du travel ban qu'on espère aussi pour la fin d'année ou début 2021, ce qui facilitera quand même la reprise, je pense, de l'activité M&A entre la France et les US, les visites de cibles. Il y a l'élection présidentielle US. Alors, on ne sait pas dans quel sens ça peut jouer. Quand Trump avait été élu, on s'était dit les Français ne viendront plus aux US. En fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc là, c'est très difficile de dire dans quel sens ça peut influer. Je ne suis pas sûr que ce soit un facteur déterminant en fait sur les volumes, en tout cas sur l'activité M&A. Fondamentalement, je dirais à plus long terme, on reste très optimiste parce que c'est un marché immense, très très attractif pour les entreprises françaises et ça restera la première destination en termes de volume M&A. On sera revenu dans un contexte plus normal. D'accord, donc on reste positif sur l'avenir, peut-être pas en 2020, mais en 2021 pour faire de deals. Et au-delà. Super. Il y a toujours des opportunités. Merci beaucoup pour votre temps, Nicolas et Cyril. Merci. Merci.